Eh bien, salut à tous. Ça faisait longtemps, hein. Enfin, nous voici tous réunis. Vous m'avez manqué! Oh putain, ça vieillira jamais, ça. Quelle catastrophe, cette dame. Enfin, nous voici réunis pour une nouvelle dose de singerie et de débilité. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Nous sommes effectivement dans le plus beau pays du monde, le pays de la liberté d'expression, liberté de la presse, droits de l'homme et tout ce que tu veux. Mais il se trouve qu'au Macronistan, en ce moment, la liberté de la presse, elle a plutôt tendance à reculer. C'est pas nouveau, et ça s'arrange pas. Et il s'est passé 2-3 petites dingueries au mois de mars, comme je vous le disais, fin mars, où il y a eu un enchaînement comme ça d'événements porteurs de sens, on va dire. Et je me suis dit que c'était l'occasion un peu de revenir sur ces différents sujets, pour faire une sorte de panorama à travers ces quelques sujets d'actualité, de l'état, de la liberté de la presse et de l'information dans notre beau pays, le Macronistan. Alors on va commencer avec Philippe Val, on va faire un crescendo. Donc il a fait une chronique à propos de deux journalistes de France Inter, si je ne me trompe pas, Radio France en tout cas, et il va nous parler un petit peu du pédigré et du comportement de ces deux journalistes qui sont allés faire des reportages en Irak, en Syrie aussi je crois, et qui ont manifestement un petit lien avec Daesh en fait. On va écouter ça. Passe en 2022. Il est question d'embaucher une journaliste de Mediapart, Céline Martelet, pour faire un reportage à Idlib, en Syrie. Plusieurs confrères, spécialistes du Moyen-Orient, alertent le syndicat des journalistes, la Société des journalistes, le secrétariat général de la rédaction et la direction de la rédaction de France Inter. La journaliste en question aurait des liens avec Daesh et serait mêlée à un transfert d'argent en vue d'exfiltrer de Syrie des femmes djihadistes et le terroriste français Maximilien Thibault. L'affaire est publique puisqu'en 2019 déjà, elle a fait l'objet d'un article dans le JDD et dans Le Monde qui rapporte sa garde à vue avec la DGSI sans la nommer, mais en citant le JDD, ce qui témoigne de l'exceptionnelle délicatesse dont il faut créditer notre journal de référence, délicatesse dont Le Monde a oublié de faire preuve pour Akili, soit par distraction, soit parce que son cas était plus grave. Chacun sait qu'il Alors on va parler d'Akili dans un moment justement. est infiniment plus compromettant d'avoir des contacts avec Jordan Bardella qu'avec Daesh. Bon, et qu'est-il arrivé à Céline Martelet, la France Inter? A-t-il renoncé à l'embaucher? Pas du tout. Les insinuations, les avertissements des collègues sont balayés d'un revers de manche et on signe un contrat en bonne et due forme à Céline Martelet qui part donc en Syrie pour le compte de France Inter. Elle en revient avec un reportage qui est diffusé le dimanche 24 avril 2022. On se met à la place des autorités de la rédaction de France Inter. Elle a le label Mediapart, qui équivaut pour le journalisme à celui du port-salut pour le fromage. Si c'est écrit dessus, c'est que c'en est. Un tel label, plébiscité par Sciences Po, ne pouvait qu'encourager à la présumée innocente. C'était un pari risqué, mais courageux. Mais pourquoi le pari était-il risqué? Parce qu'il est perdu. Une dépêche d'AFP nous apprend que Céline Martelet, vendredi dernier, a été condamnée par le tribunal de Paris pour les délits mentionnés à 12 mois de prison avec sursis et une amende de 10 000 € à payer solidairement avec ses complices. Son avocate annonce qu'elle compte faire appel, ce qui lui permet à nouveau et à bon droit de bénéficier de la présomption d'innocence, bien qu'elle ait fini par reconnaître au cours de l'audience être sortie du cadre de son métier. C'est pourquoi j'en resterai là ce matin. Et quand je pense aux attentats perpétrés sur notre sol et qui ont fait 260 victimes depuis 2012, j'avoue que je cale un peu devant les différents usages de la présomption d'innocence au bénéfice du djihadisme dans le service public de l'information. Histoire. C'est épatant, c'est avec vos impôts. Donc les deux journalistes reconnus pour leur travail sur les femmes françaises ayant rejoint Daesh, leurs démarches qui leur sont reprochées ont permis de sauver des vies, à commencer par celle de Mélina Bouguidir. À mi-2017, cette djihadiste était bloquée en pleine guerre à Mossoul avec ses 4 enfants qui mouraient de faim. Elle a finalement été exfiltrée grâce à l'intervention d'un officier irakien corrompu, une opération dans laquelle les deux journalistes ont été impliqués avec Bruno V, donc l'avocat, qui avait recruté ces journalistes et leur avait demandé en fait d'envoyer de l'argent, justement, pour corrompre la brigade antiterroriste sur place.
et permettre l'exfiltration de ces personnes. Alors finalement, Mélina Boughedir est restée sur place et elle a été condamnée à 20 ans de prison en Irak. Son mari, mari je pense, Maximilien Thibault est considéré comme mort sur place et ses gosses par contre ont été rapatriés en France et sont à notre charge. Donc forcément, ces personnes, les 2 journalistes et l'avocat, ont été condamnés pour financement du terrorisme, puisqu'ils ont apporté de l'argent à des membres de Daesh, mais on nous explique que tout ça c'est une histoire de perte de sens et de dévoiement en fait. Ils se sont laissés emporter, les protagonistes, flattés de disposer d'une certaine lumière médiatique, aveuglés par des liens affectifs qu'ils ont ou pensent avoir avec les jeunes sur zone, perdent toute distance et toute lucidité. L'affaire est ébruitée. Dès 2019, Bruno Vinet est suspendu de l'ordre des avocats. Mis en examen, placé sous contrôle judiciaire, il pouvait difficilement plaider, il a quitté la profession. Mais il n'existe pas d'ordre des journalistes. Aucune sanction disciplinaire n'a été prise contre les 2 enquêtrices, qui ont continué à travailler. Donc c'est là que ils ont été embauchés notamment par Radio France. Mais aussi là on nous dit qu'en 2018, Edith Bouvier a couvert le procès de Mélina Boughedir à Bagdad pour le journal suisse Le Temps. Elle avait visiblement un accès privilégié à l'accusé par l'intermédiaire de ses avocats. On se demande pourquoi. Elle a aussi couvert le procès d'autres djihadistes à Bagdad pour Le Point. Elle a été condamnée, Mélina Boughedir a été condamnée à 20 ans de réclusion. Ce n'était pas une jeune fille égarée, et encore moins une pure idéaliste. Selon Associated Press américaine, citant des sources irakiennes, Mélina Boughedir faisait partie de la police des mœurs islamistes, chargée de veiller à ce que pas une mèche de cheveux ne dépasse. Donc visiblement c'était plutôt des gens impliqués, c'est pas un type un peu paumé qui sont partis en Irak ou en Syrie pour aller faire le djihad et qui se sont rendus compte sur place que c'était pas forcément le Club Med. C'est des gens qui étaient vraiment impliqués dans Daesh, dans l'idéologie, et qui avaient, comme on peut le voir ici, un certain pouvoir, puisqu'ils faisaient partie de la police des mœurs, c'est quelqu'un d'assez radicalisé. On nous dit qu'ici, simultanément, des jeunes femmes étaient réduites à l'état d'esclaves sexuels dans l'indifférence générale. Dans la guerre civile à laquelle les Françaises ont participé, écrivent Édith Bouvier et Céline Martelet, les femmes yézidis ont vécu un calvaire, littéralement réduites en esclavage, y compris à Mossoul, où elles ont été violées, maltraitées, affamées, etc. Étrangement, ajoute-t-elle, aucune des Françaises que nous avons interrogées sur les esclaves sexuels n'a répondu à nos questions. Donc ces journalistes constatent qu'il y a une certaine souffrance autour des gens victimes de Daesh, mais elle va prendre l'argent, travailler avec un avocat, et elle va essayer d'exfiltrer ces membres de Daesh qui sont en train de se faire éclater à Mossoul au moment de l'effondrement de l'État islamique en 2017, et elle va plus aider ces membres de Daesh que ces fameuses femmes yézidis qu'elle voit vivre un calvaire. On peut faire aussi la même critique qui est faite généralement à la gauche un peu bobo, d'avoir plus de compassion pour les petites peines à l'autre bout du monde que pour le gars à côté de chez lui qui vit par terre, qui vit dans la rue au bas de chez elle. C'est l'humanisme version BHL. Alors ce qui était intéressant, c'est qu'ici les 2 journalistes ne cachent pas qu'elles étaient favorables au rapatriement des femmes djihadistes françaises. Par ailleurs, remarquablement renseignées, elles entendaient contribuer au retour d'une fanatique qui, de leur propre aveu, leur avait davantage parlé de recettes de cuisine que de politique. Alors bon, ça va. À aucun moment nous n'avons donné notre avis, porté de jugement moral, se défend-elle. Notre objectif est plus prosaïque, écouter, retranscrire, tenter de ne pas nous impliquer. Sur ce dernier point, le moins qu'on puisse dire, c'est que la feuille de route n'a pas été respectée. On s'implique pas, on met pas de jugement moral, mais on va rapatrier les femmes djihadistes françaises dans une sorte de gauchiste humaniste tolérant à dessous. Vous ne pensez pas comme moi, mais je vais quand même vous aider à vous en sortir, ou un truc un peu de cette nature, j'ai l'impression, derrière. Donc, cette personne qui a été condamnée, elle a fait appel, alors que midi, tout le monde a le droit à la présomption d'innocence, mais en tout cas condamnée en première instance pour financement du terrorisme, qui semble avoir du mal à distinguer son rôle de journaliste et à s'impliquer peut-être un petit peu trop dans ses enquêtes, puisqu'elle participe presque à des missions d'exfiltration de terroristes, pour les ramener en France en plus, c'est pas très sympa. Donc cette personne qui a été condamnée, tout le monde connaît ses agissements, elle se retrouve quand même mandatée par différents médias, donc il y avait Radio France qui était épinglé, mais
On nous disait aussi ici qu'elle avait travaillé pour Le Temps, journal suisse, puis aussi pour Le Point, en 2019, au moment où tout ça a été su. Ça pose pas de problème d'avoir une journaliste qui a un lien peut-être un petit peu trop étroit, au moins sentimentalement, avec Daesh. Par contre, travailler avec le RN ou supposer qu'on ait des liens avec le RN, ça conduit à la suspension. Un journaliste de France Info suspendu pour ses liens supposés avec Bardella. Qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a échangé des SMS. C'est Jean-François Achilly. Il a été suspendu à titre conservatoire de la chaîne publique en raison de sa participation supposée à une future autobiographie de Bardella. Alors voilà, ce dernier évoque les heures sombres de notre histoire, bien entendu. Ça marche à toutes les sauces. Interrogé par Le Quotidien, le journaliste a assuré ne pas avoir signé de contrat d'écriture pour le livre de Jordan, évoquant sa vie professionnelle personnelle. Mais il aurait accepté de livrer une ébauche de texte après avoir dans un premier temps décliné l'invitation. Donc, en gros, il y a eu des échanges autour de la possibilité pour ce journaliste de participer à cette biographie, de plus ou moins loin, peut-être de donner un avis. Il a reconnu avoir formulé des avis et des retours sur le texte. Donc il y a eu des échanges avec Bardella par SMS, autour de cette possibilité de travailler, peut-être même d'écrire cette autobiographie, et puis il a simplement donné son avis, comme on parle à une connaissance ou à un bon pote. Donc il y a quand même un truc un peu bizarre autour de la relation que certains journalistes peuvent entretenir avec les gens qu'ils reçoivent régulièrement. Il y a forcément un lien qui se crée, un rapprochement, et du coup, on se retrouve avec des affaires comme ça où, à la télé, dans les médias, on a l'impression qu'il y a une distance, une mise en scène en tout cas de cette distance qui est faite entre le journaliste et l'interviewé, surtout quand c'est une personnalité politique, et puis on se rend compte que dans la coulisse, les DM sont ouverts, comme on dit, et que le gars peut tout à fait recevoir des propositions commerciales du jour au lendemain. Alors tout d'un coup, il y a un doute sur son indépendance, puisque finalement, si à tout moment, il peut être embauché par les gens qui l'interviewent, peut-être que ça se fera jamais, mais peut-être aussi que ça se fera. Et forcément, ça crée un biais peut-être de sympathie envers l'interviewé, qui peut devenir demain un employeur, ou en tout cas une source de revenus quelconque. Donc ça, effectivement, il y a un problème de déontologie, et ça peut être bien de poser la question, mais effectivement, avoir un lien avec Jordan Bardella et échanger autour d'un possible contrat, ça vous fait suspendre de votre poste. Par contre, avoir un lien avec Daesh, soit c'est bon, on va continuer à travailler avec vous, on va continuer à vous embaucher, c'est pas un problème, c'est pas un souci. Idem quand c'est dans le camp du bien. On se souvient de Anna Cabana, la femme de Blanquer. Alors c'était un peu vieux, puisque c'était un peu vieux, janvier 2022. Blanquer, qui était en vacances à Ibiza, pour vous redonner le contexte, avait balancé quelques jours avant la rentrée, de nouvelles directives autour des mesures sanitaires, Covid, etc. Oui, c'était juste avant la guerre en Ukraine, qui a mis fin à l'épidémie de Covid. Donc juste avant la rentrée, Blanquer, depuis Ibiza, depuis ses vacances, avait dit oui, les nouvelles. Oui, il avait donné d'ailleurs une interview dans le JDD, une interview dont l'accès était payant, et les consignes sanitaires avaient été dispensées comme ça, dans une interview payante, dont l'accès était payant. Les enseignants l'avaient découvert un peu comme ça. Et ça avait créé une sorte de polémique quand même. Et qui était venu commenter cette polémique sur i24 News, la journaliste Anna Cabana, qui était présentatrice et qui a animé un débat autour de cette affaire, donc de Blanquer, qui depuis Ibiza donne des consignes. Et à aucun moment dans l'émission, on nous expliquait qu'Anna Cabana est en fait sa femme, et qu'elle était présente à Ibiza avec lui au moment de cette fameuse polémique. Donc quelque part, elle était mieux renseignée que tout le monde. Mais le problème, c'est que à aucun moment dans l'émission, on indique les liens entre Blanquer et la journaliste. Et elle a animé un débat complètement orienté d'ailleurs, en faveur de Blanquer. Et ça n'a pas posé de questions, de problèmes au niveau de la rédaction d'I24 News, qui lui a pas dit, écoute, là, visiblement, ça va. Il y a un léger conflit d'intérêts, on va peut-être mettre quelqu'un d'autre pour traiter ce sujet. Non, on va la mettre. Et évidemment, ça a créé une polémique supplémentaire, duquel elle s'est défendue en disant ceci. Cette relation est publique depuis 2 ans, donc on est censé être au courant des coucheries des uns et des autres. Quand vous regardez la télé, vous devez savoir qui baisse qui, parce que sinon, c'est votre problème en fait. J'en ai déjà payé le prix fort. Aujourd'hui, tout le monde sait que je suis la campagne de Blanquer. Voilà, c'est ce que je vous disais. Je ne peux pas en payer la facture tous les jours. Bah si, parce que le conflit d'intérêts, il est tous les jours. Et c'est pas parce qu'on est au courant du conflit que le conflit disparaît.
Sinon, on est censé considérer que cette émission ne sert à rien, est nulle et non avenue. Enfin, que l'émission qu'elle animait, du coup, on est censé changer de chaîne. C'est votre responsabilité, c'est-à-dire que c'est une personne, on lui pointe un conflit d'intérêt, et elle dit au prétexte que je l'ai déjà fait et que les gens sont au courant, je peux le refaire. Il n'y a plus de conflit d'intérêt. Bon, 2 poids 2 mesures, quoi. Donc voilà, il faut être au courant. Vous pouvez fricoter avec Daesh, vous pouvez commenter les agissements de votre mari de ministre sur l'antenne. Ça, c'est pas un souci, c'est pas un conflit d'intérêt. Mais si vous échangez un peu trop de SMS douteux avec un membre du parti sale, le parti caca, là c'est très grave et vous serez suspendu. Faut le savoir, c'est tout. Autre fait marquant, on a ici une journaliste de France 3 qui a été projetée au sol par des gendarmes lors d'un reportage sur l'opposition au chantier de l'autoroute A69. On a quelques écureuils qui squattent des arbres pour empêcher la construction de cette autoroute. Madame, je suis désolé, vous pourrez pas passer. Ça suffit. Vous n'avez pas le droit de nous empêcher de travailler en fait. Ils sont en train de descendre, on a le droit de filmer. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de nous empêcher de travailler en fait. Reculez. Vous n'avez pas le droit de nous empêcher. Reculez. Reculez, madame. Reculez, madame. C'est pas possible. Je suis désolée. Comment vous voulez que je vous dise? Je suis calme depuis le début. Bon voilà, c'est pas grand chose en soi, hein. C'est quelqu'un qui a poussé un autre quelqu'un, qui est tombé, elle est un peu âgée, elle s'est peut-être pété le coccyx, c'est pas grave. Mais ça pose quand même une certaine question, puisque depuis ce qui s'est passé autour de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, dès qu'il y a quelques couillons qui se mettent dans un arbre pour bloquer un chantier d'infrastructure, c'est la panique. C'est la panique, et du coup, ça fait quelque temps déjà qu'ils essayent de restreindre autour de l'accès des journalistes à cet événement, à cette contestation. Les 2 journalistes du service public sont là pour filmer la descente des écureuils installés depuis 1 mois dans des arbres situés sur le tracé de la future autoroute. Lorsque nous sommes arrivés, on nous a demandé d'attendre. Nous voulions accéder au site par ce chemin, qui est une voie publique, un chemin qui est une voie publique, car nous avions peur de louper la fin de l'occupation de la crème arbre. Nous avions le droit de passer par là, puisque jusqu'à présent, nous avions eu une autorisation, en plus. Ils sont autorisés à utiliser une voie publique. Il n'y avait donc aucune raison qu'ils nous bloquent. Mais les minutes passent, les journalistes comprennent qu'elles ne pourront pas avancer qu'après la descente des militants anti-A69, bien trop tard pour tourner des images. Après des pourparlers sans effet, elles décident de passer. Nous avons vu qu'à l'autre bout du chemin, tous les soutiens aux écureuils bougeaient pour accéder aux arbres. Je décide de m'avancer et forcément ils m'empêchent de passer. Donc les militants étaient sur place, ils étaient visiblement proches du lieu d'action, on va dire, mais les journalistes ont été empêchés d'accéder pour ne surtout pas produire la moindre image au cas où il y ait des débordements. Les journalistes ont donc été empêchés de couvrir cet événement, et en soi, l'événement n'est pas très grave, hein, on n'est pas non plus en Russie, on a juste une gendarme qui a poussé un peu violemment quelqu'un et qui est tombé. C'est un peu niveau cours d'école, mais ça montre que l'État veut empêcher de diffuser certaines informations. C'est surtout pour empêcher qu'il y ait une nouvelle occupation, une nouvelle ZAD qui se crée, type aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et on va couper, cacher toute couverture médiatique pour éviter qu'il y ait un emballement, que d'autres personnes viennent et que ça crée, entre guillemets, plus de problèmes que ça n'en résout. Et donc on va comme ça masquer l'information au public et empêcher les journalistes d'accéder à certains lieux. Moi, je ne me suis pas renseigné sur cette histoire d'autoroute, mais c'est plus l'événement lui-même qui est intéressant sur la manière de traiter les journalistes et de leur empêcher à accéder à certains lieux, qui, à mon avis, est important et qui pourrait se devenir une habitude. Dans le même genre, justement, on a ici le déroulé de ce qui s'est passé autour de la couverture de la conférence de presse qu'il y a après les conseils des ministres, donc à chaque semaine. Et cette conférence de presse, donc, qui se tient avec Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, qui est face à des journalistes accrédités, qui peuvent poser les questions qu'ils veulent, qui sont autorisés à discuter, à réagir à ce que dit la porte-parole, un format de discussion assez libre. Et jusqu'à maintenant, il y avait plusieurs caméras donc, qui filmaient à la fois la ministre quand elle parle, et puis les journalistes quand ils posent les questions. Et on va voir qu'il y a eu des petits soucis. Vous avez peut-être vu passer ce genre de vidéo sur Twitter. Donc voilà, il y a ce format de journaliste qui pose une question et de la porte-parole qui répond, et qui va créer comme ça quelques buzz un peu sur les réseaux sociaux. Donc on avait Frédéric qui avait posé une question, il me semble, sur Nord Stream, qu'il avait foutu dans la sauce. Et puis pareil, plus bas,
On voit ici avec Semil Sanji, donc pour le média. Donc je vous laisserai lire un peu cet article en détail sur Off Investigation, et qui relate comme ça, à travers un certain nombre d'exemples, comment l'Élysée formate l'information, formate la manière dont l'information va être diffusée, de manière à déjà à éviter les questions gênantes, à éviter de se retrouver comme ça pris à partie. On a par exemple ici, avec la rencontre Blinken-Macron, aucune question n'est autorisée, tout simplement. Les gens viennent, les 2 représentants viennent, diffusent le message qu'ils ont envie de diffuser, ils s'en vont, et tu as juste à prendre note de ce qu'on a dit, et tu la fermes. Idem aussi avec les conférences de presse jupitériennes, qui sont rares et verrouillées. Certaines questions étaient téléphonées en avance, on peut voir Macron qui lit carrément des réponses. Les accréditations aussi sont délivrées au compte-gouttes. Et si vous n'êtes pas dans le bon sérail, on vous dit que c'est plein. Ah, malheureusement, il n'y a plus de place de libre, vous n'allez pas pouvoir venir, c'est dommage. Et puis ils se rendent compte que des collègues à eux obtiennent des accréditations quelques heures plus tard, quelques jours plus tard. Donc visiblement, il y avait encore de la place, mais pas pour tout le monde, quoi. Idem pour les questions. Qui est autorisé à poser les questions? Oh, ça va bientôt être votre tour, vous en faites pas, vous allez pouvoir lever la main. Il y a des SMS comme ça qui s'échangent. Nous publions de nouveaux éléments sur la conférence de presse de Macron, dont un échange de messages qui confirme que certaines questions étaient connues d'avance des conseillers. Et puis il y a aussi un ordre, des gens qui lèvent la main pour poser des questions. On leur dit oui, vous allez passer, vous en faites pas. Puis la conférence de presse est terminée et votre question est passée à la trappe, c'est dommage. Et donc il y a cette fameuse conférence hebdomadaire du Conseil des ministres qui a donné, comme je le disais, des séquences qui ont fait un peu de buzz sur les réseaux sociaux, et on va essayer de couper cette tribune où des journalistes peuvent prendre la parole, poser directement leurs questions à la ministre et le diffuser sur les réseaux sans que ce soit filtré par une rédaction autorisée à penser. Parce qu'on va voir que le chef de rédaction a un rôle important et que s'il ne le remplit pas, il dégage assez vite. Or là, on court-circuite la rédaction, on diffuse directement la question et la réponse sur les réseaux sociaux, et ça pose un problème. Donc, il y a eu une petite altercation, et ça a même concerné les journalistes eux-mêmes. Je voulais vous lire un passage qui était intéressant. Donc ils ont viré les images, il n'y a plus de champ contre champ avec le journaliste, déjà pour essayer de diminuer cet effet buzz un peu. Ces interrogations ont déplu en fait à certains journalistes. Donc Djemil Sanli nous raconte qu'au moment où il pose sa première question à la porte-parole, un membre du staff se précipite derrière lui pour lui tirer le coude et lui demander à l'oreille d'écourter. Lorsque Myriam Laribi, donc je crois que c'est sa collègue, est à son tour au micro pour poser des questions à la ministre, Djemil, qui est assis dans la salle, explique entendre de façon très nette l'agacement d'une consoeur à l'arrière qu'il voit ostentatoirement agiter ses bras et souffler durant l'échange en direct. Il décide, après avoir longuement hésité, d'approcher, en fin de séance, la consoeur en question, en compagnie de Myriam Laribi. Il dit vouloir essayer de la comprendre. Bien qu'elle se déroule à l'abri du regard de la ministre, la scène qui s'ensuit n'en demeure pas moins lunaire. Assurant vouloir dissiper l'incompréhension qui semble s'être installée, Myriam et Djemil racontent avoir été accusés par 2 de leurs confrères de chercher à faire de ce point presse une tribune, de vouloir faire le buzz en repartageant des séquences filmées de leur échange avec la ministre. Votre simple présence est un problème, leur est-il notamment asséné. Pour faire baisser la tension, Myriam Laribi nous explique qu'elle propose à une interlocutrice de se parler tranquillement entre confrères. « On n'est pas des confrères », se voit-elle rétorquer. Myriam et Djemil rapportent qu'au cours de cette scène, il aurait dit que des discussions seraient en cours sur le principe même de filmer les journalistes pendant qu'ils s'adressent à la porte-parole du gouvernement. « Je serai de ceux qui demanderont un changement », leur aurait ainsi lâché l'un des interlocuteurs. Et donc là, on voit comment certains journalistes de salon, on va dire, ont intériorisé une certaine soumission à l'égard du pouvoir, une certaine déférence. On n'est pas là pour poser des questions qui dérangent. C'est mal vu. C'est de la provocation. Mais on est là pour poser des questions très sages, bien polissées, bien comme il faut, pas faire de vagues, pas créer de problèmes. Hein. Nous sommes en démocratie. On n'est pas en Corée du Nord, donc on va pas commencer à poser des questions gênantes. Et on voit que donc des journalistes eux-mêmes reprochent à d'autres journalistes d'être trop journalistes, trop incisifs dans leurs questions. Et donc voilà, ils sont ramenés à leur propre médiocrité
et ils accusent de vouloir faire le buzz, de faire une tribune. Je pense que poser certaines questions autour de l'attentat de Nord Stream peut être légitime. Surtout quand on accuse les Ukrainiens d'avoir fait le coup, est-ce qu'on va continuer à donner des centaines de milliards à l'Ukraine alors qu'ils attaquent des infrastructures stratégiques pour l'Europe? Peut-être pas, ça vaut le coup de poser la question. Donc je vous laisserai un peu reprendre cet article si vous voulez, parce qu'il est assez long, mais il donne comme ça des informations intéressantes sur la manière dont l'information va être structurée, forcément. C'est un peu dans la même veine que cette affaire autour de cette journaliste bousculée. C'est des petits trucs du quotidien, c'est des petits trucs qui sont pas structurels, mais plutôt opérationnels, quoi, dans la vie quotidienne des journalistes, mais qui vont formater la manière dont l'information va être construite. Et on voit que des choses assez anodines ont une importance, comme par exemple le fait de filmer ou non les journalistes, le fait d'avoir le droit, enfin de se sentir autorisé à poser des questions et pas se dire oulala, si je demande un truc un peu trop incisif, on va m'accuser de faire le buzz. Ça peut créer une forme d'autocensure. Donc il y a une mentalité peut-être à revoir au niveau des journalistes de ce côté-là. Et comme je vous le disais, ce genre de séquence où il y a un lien direct journaliste-ministre et on diffuse sur les réseaux sociaux, ça court-circuite quelqu'un de très important, le directeur de la rédaction. Car un directeur de rédaction est responsable de ce qui est diffusé et il peut se faire virer. Voilà, comme on a ici le cas. Le directeur de la rédaction de La Provence mis à pied après un titre de une dénoncé par des élus macronistes. La rédaction d'ailleurs s'est mise en grève, peut-être pas parce que son directeur s'est fait virer, mais parce qu'il y a un côté mince, les gens vont savoir qu'on est aux ordres de la Macronie. On peut être des larbins, mais faut pas que les gens le sachent, sinon ils arrêteront d'acheter le journal. Le directeur du quotidien appartenant au milliardaire Rodolphe Saadé, la direction du quotidien, a convoqué Aurélien Viers, directeur de la rédaction, pour un entretien préalable à son licenciement. Ah, on va pas commencer à poser des questions. Voilà, c'est en réaction à une une. Donc le problème vient de là. Vous savez que Macron était parti à Marseille pour se plaindre du trafic de drogue. Il devrait plutôt s'intéresser déjà aux membres de son gouvernement, parce qu'il y en a quand même un certain nombre de maires ou d'élus macronistes qui ont été pris pour trafic de drogue. Et puis entre ceux qui le trafiquent et ceux qui en consomment aussi, il commence à y avoir un paquet de monde qui sont impliqués dans le problème. Mais il est venu faire la morale aux dealers dans les quartiers nord de Marseille. Et la Provence donc a fait cette une qui a été jugée ambiguë. Avec ces mots, il est parti et nous on est toujours là. Et puis tu vois deux jeunes, assimilés racailles, assimilés dealers visiblement. La veille, le journal a barré sa première page d'une citation choc d'un habitant de la Castellane, donc apparemment monsieur et madame tout le monde, les fameux habitants qui en ont marre du trafic. Il est parti, on est toujours là, regrette une des personnes interviewées sur place par le quotidien marseillais, résumant le sentiment de déception des habitants que nombre de reporters et d'équipes de télévision ont également pu relayer dans la journée. Mais certains élus membres du camp présidentiel n'ont pas digéré cette phrase, l'interpellant comme une tribune ouverte aux trafiquants. On voit deux jeunes en survêt assis sur un rocher, là, sur un banc. C'est des trafiquants. Évidemment, c'est écrit dessus. Donc ils disent que c'est un bras d'honneur à la République et au boulot de tous ceux qui interviennent dans les quartiers, forces de l'ordre, travailleurs, enseignants, etc. En fait, tout ça est un malentendu et un quiproquo. Mais apparemment, des élus macronistes ont décroché leur téléphone et ce serait même Macron lui-même, selon Blast, 24 heures après l'appel du président à Rodolphe Saadé, propriétaire de La Provence, le directeur de la rédaction est mis à pied. Et il est même carrément, vous avez vu, il va être viré. Le journal s'est excusé. Il a même dû rédiger dans les colonnes du journal un mot d'excuse. Museler la presse, c'est simple comme un coup de fil. Selon les informations de Blast, le président Macron a appelé lui-même, dès le matin du 21, Rodolphe Saadé, héritier de CMA-CGM, milliardaire, nouveau tycoon des médias, propriétaire notamment de La Provence. Personne n'engueule Saadé au téléphone, assure un conseiller élyséen. Mais le message est bien passé. Pour preuve, comme l'a écrit Le Monde, le directeur de publication de La Provence s'est convoqué par Saadé le jour même pour se faire remonter les bretelles. Du très bel ouvrage de la part du chef de l'État progressiste, initiateur d'états généraux de l'information et un grand ennemi autoproclamé des pouvoirs autoritaires et extrémistes. En une journée et un coup de fil à un ami, le locataire de l'Élysée a obtenu un mot d'excuse et la tête d'un journaliste. Quant à Rodolphe, il n'a pas fait passer un message à la seule Provence,
futur heureux propriétaire de BFM et de RMC, l'ami du président vient de tracer sa ligne éditoriale. Alors qui est un peu Rodolphe Saadé ? C'est effectivement quelqu'un qui est assez proche de Macron, et vu de Suisse, il est considéré comme le nouveau Bolloré version Macron. Donc pour ceux qui ne savent pas, la CMA-CGM, c'est une entreprise de transport maritime. Et ils se sont fait un fric fantastique dernièrement, enfin après le Covid, puisqu'il y a eu un envolé des prix des conteneurs, enfin du transport maritime, et ils se sont fait un fric formidable. C'est vraiment les artisans de la mondialisation. Je vais en profiter pour vous conseiller un documentaire. Qui contrôle la mer et le commerce mondial ? C'est sur la chaîne Notre Monde. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil à ça et vous verrez la manière dont le transport maritime profite à fond de la mondialisation, des pavillons de complaisance notamment. Donc non seulement ils font de la fraude fiscale sur leurs bénéfices et profitent des législations de complaisance habituelles pour déplacer les bénéfices et éviter les impôts, mais ils bénéficient aussi de pavillons de complaisance, c'est-à-dire qu'ils localisent leurs bateaux dans certains pays, et lorsqu'ils sont dans les eaux internationales, la loi du pavillon s'applique sur le bateau, ce qui induit parfois quelques économies substantielles relatives à l'emploi du personnel. Donc c'est vraiment à la fois l'un des moteurs de la mondialisation et ceux qui en profitent le plus, le commerce maritime. C'est vraiment des gens qui sont sur la ligne de Macron, quelque part, ce monde mondialisé, unipolaire. Ils en ont un intérêt considérable. Dans un monde où le protectionnisme reviendrait, la CMA-CGM, peut-être que ces affaires se réduiraient. Donc Rodolphe Saadé est considéré de Suisse comme le nouveau Bolloré version Macron. Le quotidien Le Temps voit ce rachat comme une étape spectaculaire franchie par ce milliardaire, très lié à la Macronie. En difficulté malgré de bonnes audiences, le groupe Altis Media va changer de propriétaire vendredi 15 mars. Les employés des deux antennes du groupe Altis, la radio RMC et la chaîne d'infos en continu BFM, donc RMC qui est la première radio en termes d'audience et BFM qui est la deuxième télé en continu de France. Ils ont appris leur rachat par le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé, une acquisition d'un montant d'1,5 milliard d'euros. L'armateur, à la tête de la CMA-CGM, a franchi une nouvelle étape spectaculaire dans la création de son super empire pour manipuler l'opinion publique. La première chaîne d'information en continu donc, est la deuxième radio, donc j'ai inversé les deux, intègre le jeune groupe de presse baptisé Why Not Media, dans lequel figurent des titres comme La Provence, Corse Matin, le journal La Tribune. Il possède également des participations dans le groupe M6, et le média en ligne Brut. On va revenir un peu sur M6 un peu après. Fortement endetté, le président d'Altis, Patrick Drahi, auquel appartenaient jusqu'alors BFM et RMC, n'a eu d'autre choix que de céder la quasi-totalité de son groupe médiatique. De son côté, Saadé a vu ses revenus exploser ces dernières années avec la vague qui portait jusqu'à 2023 les armateurs commerciaux du monde entier depuis la sortie du Covid. C'est désormais dans les médias que ce milliardaire franco-libanais de 54 ans semble vouloir diversifier son groupe de la manière la plus visible. Cette entrée remarquée dans le secteur des médias n'est pas sans rappeler celle d'un autre milliardaire français. Le titre Genevois considère que Rodolphe Saadé se mue en nouveau Bolloré du paysage français des médias. Celui qui a d'ailleurs racheté la branche transport et logistique du groupe du milliardaire breton, donc de Bolloré, devient un concurrent direct de l'empire médiatique de ce dernier. Leurs chaînes d'information en direct, BFM et CNews, sont au coude à coude dans le baromètre des audiences. De même, le lancement de La Tribune du dimanche par Rodolphe Saadé est concomitant de la prise de contrôle mouvementée du JDD, autre titre dominical, par Vincent Bolloré. Donc là, on voit vraiment, à travers cet effet de miroir, entre CNews et BFM d'un côté, le JDD et La Tribune du dimanche, que la diffusion de l'information est vraiment captée par les milliardaires qui utilisent vraiment l'information comme un produit. Et ils tentent d'obtenir une influence sur le public qu'ils vont pouvoir monnayer. On va voir pourquoi faire. Pour le temps, un élément différencie cependant les deux milliardaires. Le breton de 71 ans, au catholicisme rigoriste assumé, est régulièrement accusé d'interventionnisme idéologique en faveur de l'extrême droite, d'Éric Zemmour à Marine Le Pen. C'est justement en contraste avec cette approche que la Tribune du dimanche a été lancée. Rodolphe Saadé est de son côté très lié à la Macronie, tout comme son père était proche de la Chiraquie. Une proximité confirmée en 2022 par sa volonté d'embaucher au sein de la CMA-CGM Jean-Baptiste Djebbari, ancien ministre des Transports du premier quinquennat de Macron.
Un recrutement qui n'aura finalement pas lieu en raison de l'avis défavorable émis par la haute autorité de la transparence de la vie publique, indiquant le risque de mise en cause du fonctionnement indépendant et impartial de l'administration. Bah oui, le ministre des Transports qui se fait embaucher dans une grosse entreprise de transport maritime, ça commence à devenir un peu bizarre. Alors toutefois, Djebari était allé chez Opium finalement, start-up qui prétendait créer une voiture à hydrogène, il me semble. On se souvient de son succès flamboyant, où il avait littéralement cramé la caisse. Il avait employé une centaine de personnes, s'était versé un salaire de dingue. Et finalement, il a été remercié et félicité pour son bilan. Vous avez très bien travaillé, bravo pour avoir porté l'entreprise à un tel niveau de désastre, en fait, puisque une fois que Djebari s'est barré, ils ont viré les 3/4 du personnel qu'il avait embauché. Le projet de bagnole s'est passé à la benne. On va juste se contenter de vendre un peu de technologie autour de la pile à combustible, si je ne me trompe pas. C'était vraiment des ambitions extrêmement réduites, parce que le mec avait cramé la caisse, dilapidé tout l'argent des actionnaires, qui pour une fois étaient plus privés que publics, mais on commençait à s'orienter vers des actionnaires publics. On va demander l'aide de la région. Ils recrutaient d'ailleurs du personnel spécialement orienté vers l'obtention d'aides publiques. Des gens qui avaient un pédigré qui faisait qu'ils avaient leurs entrées dans auprès de certaines institutions distributrices de subventions, potentiellement. Donc ça, c'était le formidable bilan de Djebari. Où est-ce qu'il est maintenant? Il s'est fait embaucher, j'ai regardé avant de faire ce direct. Il gère un fonds d'investissement dans l'immobilier, et un immobilier lié aux infrastructures de transport. Et ça m'a rappelé un peu ce qu'on avait vu autour de l'Ukraine, la reconstruction de l'Ukraine. Il y avait cette notion dans l'agenda 2030 de développer l'idée des infrastructures publiques comme une classe d'actifs. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, doit nous interpeller, et je ferai sûrement une vidéo là-dessus. J'essaierai de me renseigner un peu plus sur ce que ça induit, mais ça sent la privatisation des routes nationales, par exemple. On va créer une plateforme, on va tokeniser les infrastructures publiques, et on va pouvoir comme ça transformer ces biens publics en actifs qu'on va pouvoir placer avec un rendement. Enfin, donc voilà, c'était la petite parenthèse de Djebari, où effectivement, ça semble normal en fait de recaser un proche du Macronistan dans l'entreprise de Rodolphe Saadé. Tu veux plus de ton ministre des Transports, en remerciement des bons et loyaux services, on va lui filer une place. Donc ça fait partie des allers-retours. Ça, c'est plutôt les choses que Rodolphe met sur la table, n'est-ce pas, en plus d'une bonne couverture médiatique dans ces médias qu'il contrôle. Et en échange, on va pouvoir obtenir des avantages obtenus par l'influence de l'État. Par exemple, on a ici le cas de la reconstruction de l'aéroport de Beyrouth. Vous vous souvenez que Macron avait débarqué au Liban, il avait expliqué qu'il allait sauver le pays, tout reconstruire, et qu'il fallait l'écouter, complètement zinzin, quoi. Donc ici, on a un extrait d'un bouquin, Dans les secrets des missions d'Emmanuel Macron au Liban, et on nous parle d'une rencontre. La rencontre avait été soigneusement préparée. L'ambassade de France avait transmis plusieurs messages à Ammar Moussaoui, délégué du Hezbollah aux relations internationales. Le Hezbollah, c'était cette espèce de milice privée qui occupe plus ou moins le Liban et qui est financée en grande partie par l'Iran. Les Français nous avaient précisé qu'Emmanuel Macron n'aborderait pas la question de nos armes, révèle Mohamed Raad. En contrepartie, le Hezbollah ne s'opposerait pas à ce que la France remporte, via la société de transport maritime CMA-CGM, le marché de reconstruction du port de Beyrouth, révèle une source proche du mouvement chiite. Ce n'était évidemment pas un hasard si parmi les invités du chef de l'État dans son avion figurait Rodolphe Saadé, patron de CMA-CGM. Le port, c'est une question politique, ça revient aux Français, confirmera un an plus tard un diplomate libanais, Najib Mikati, lors de sa première visite à l'Élysée en tant que Premier ministre désigné. Voilà, on s'est arrangé, c'est pour les Français, puis derrière, en fait, c'est Rodolphe. Nous, on va pas beaucoup en bénéficier. Et effectivement, le groupe remporte la concession du terminal de conteneurs du terminal à conteneurs du port de Beyrouth et prévoit un ambitieux projet de développement. Voilà comment ça marche. Et ensuite, Macron est maintenant attendu à l'inauguration du centre de formation Tangram de CMA-CGM. C'est pour bientôt, ce sera le 8 mai à Marseille. Donc il va retourner à Marseille, peut-être qu'il fera un tour par les quartiers nord. Oui, ce sera pour acheter, ce ne sera pas pour régler le problème. Voilà, donc ce sera un centre dédié à la formation et à l'innovation
Le président Emmanuel Macron est annoncé à la cérémonie. Il va venir inaugurer un centre de formation de la CMA-CGM. On voit vraiment les liens entre le public et le privé, où c'est devenu un pantouflage complet, où un ancien ministre est recyclé comme ça, recruté par la CMA. Le PDG est en lien avec Macron pour obtenir, grâce à l'influence de l'État, des marchés. Ensuite, le président vient inaugurer le centre de formation, et puis Rodolphe met les médias, ses médias, au service de Macron pour se faire mousser, pour avoir une bonne presse. Bref, on voit vraiment comment tout ça s'organise et crée une sorte de boucle de rétroaction et d'ascenseur qui ne cesse de se que ne cesse de se renvoyer les uns les autres. Et ils font commerce comme ça de faveur entre le privé, le public. Et voilà à quoi est réduit la presse aujourd'hui. C'est une espèce de monnaie d'échange dans des marchés pour obtenir des marchés publics essentiellement. Et on va pouvoir faire pression, on va pouvoir se faire bien voir auprès des décideurs politiques. Et c'est justement ce que nous disait Xavier Niel, et on va finir là-dessus. Avec ce sujet, avec Xavier Niel qui nous confirme exactement que les médias sont utilisés par leurs propriétaires comme une monnaie d'échange pour obtenir des faveurs. Donc c'était lors de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale. Oui, d'ailleurs, il y avait eu aussi un problème avec un des membres de cette commission qui s'est pointé chez Hanouna pour commenter ce qui se passait au sein de la commission et comme ça rendre des comptes un peu et donner des bons points. Et alors même qu'ils avaient interviewé Cyril Hanouna avec Bolloré la veille, je crois, le lendemain, il se retrouve dans son émission et puis « Ouais, t'es quand même sympa, non mais on a été gentil avec toi », enfin des trucs. On voit là aussi le lien entre le politique et le média et le lien incestueux, un peu merdique, qui peut se développer. Donc là, on a ici Xavier Niel qui nous confirme qu'effectivement, les médias sont une monnaie d'échange. Vous évoquez donc un lobbying extrêmement puissant de M6. En 2013, vous aviez dit à propos de Martin Bouygues, il fait un travail de lobbying exceptionnel, n'hésitant pas à utiliser le 20h sur TF1 comme un outil. Sur ce point, j'ai bien évidemment une conception différente de la liberté de la presse, ce dont, à titre personnel, je vous sais gré. Mais est-ce que vous avez des informations précises, des éléments qui vous font dire que Martin Bouygues a pu utiliser le JT. De même, vous venez de dire que ces groupes ont un poids politique. Évidemment, ça percute très nettement, ou en tout cas ça rencontre très nettement les objectifs de cette commission d'enquête. Est-ce que vous êtes en mesure de caractériser ce poids, cette influence, la façon dont la volonté des actionnaires peut éventuellement devenir prépondérante sur les choix des rédactions? Merci. Je crois qu'il suffit de regarder ces chaînes. Enfin, je veux dire, on a des... Et c'était des compliments pour Martin Bouygues, parce que c'est une très bonne gestion de sa chaîne éditoriale. Ce n'est pas la mienne, mais chacun ses conceptions. Mais on peut supposer qu'à l'époque, c'était fait d'une manière qualitative. Mais regardez ces chaînes, c'est quelque chose de quotidien. Ce sont des chaînes qui sont, d'une manière générale, pro-gouvernementales systématiquement, quel que soit le gouvernement, où qu'il soit. Ça ressemble à la presse qui peut exister dans d'autres pays. Je ne sais même pas si vous avez des interventions dans le sens où vous l'entendez. C'est des chaînes qui savent que, par essence, elles sont comme ça. Elles vont être du côté toujours du fort, du pouvoir, parce que, potentiellement, elles vont pouvoir obtenir des choses, des intérêts ou des avantages. C'est leur modèle. Je pense que les gens ne sont pas dupes. Je crois que personne n'est dupe de cela. Ce qui permet ou ce qui fait que vous avez, notamment sur l'information, de l'émergence d'autres choses sur les réseaux sociaux, d'autres types de chaînes. Voilà. Mais je crois que c'est assez clair. Je pense que vous n'aurez jamais les preuves d'intervention directe sur des médias qui ne sont pas des médias qui vous appartiennent. Mais c'est consanguin à leur existence et à ce qu'elles font et à la manière dont elles existent et les raisons pour lesquelles elles existent. Je vous entends. Je peux partager ce sentiment d'évidence, mais il me situe très spécifiquement sur le spectre politique. La plupart de mes collègues, je crois, n'accepteraient pas le principe de dire en réalité c'est consubstantiel au fonctionnement du marché. Peut-être que c'est pas votre conviction d'ailleurs, puisque vous avez dit que la compétition était plus dans l'intérêt des gens et donc du public. Vous allez pouvoir peut-être le développer, mais
enfin, en réalité, d'un point de vue légal, ce que vous affirmez pose un grave problème en réalité. Les chaînes ne sont pas censées être au service de leurs actionnaires, sauf éventuellement à leur permettre de gagner plus d'argent. Je n'ai pas dit au service de leurs actionnaires. J'ai dit au service des dirigeants d'un pays. C'est une activité hyper régulée. Ils savent à qui ils doivent rendre des comptes. Ils bottent un peu en touche à la fin en disant oui, ils savent à qui ils doivent rendre des comptes, c'est régulé. Je crois qu'ils précisent encore après. Non, c'était la fin. Hein. Ouais. Donc ils savent à qui ils doivent rendre des comptes et sous-entendu que peut-être, par peur de perdre une fréquence, les journalistes seraient des lèche-culs. Bon, le début de son intervention était beaucoup plus intéressant. On va peut-être reprendre un petit peu certains passages d'ailleurs. Ah merde, j'ai oublié le son. Ouais, c'est mieux avec le son. Hein. Bon, c'est pas grave. C'était surtout c'est justement à partir de là où ça m'intéresse. Ça ressemble à la presse qui peut exister dans d'autres pays. Bon, voilà, il a oublié de préciser de quel pays on parle. Hein. Donc il y a vraiment une presse en fait digne de la Corée du Nord ou de ce qu'on peut trouver en Chine qui est complètement alignée sur le pouvoir, sur le discours officiel de l'État et qui vont vendre comme ça systématiquement le projet de l'État. L'État veut faire une réforme à la con dans tel truc, on va aller faire des micro-trottoirs pour récolter les 3 Français qui ont rien compris et qui diront ah ouais pourquoi pas, on peut être pour, ça peut être une bonne idée. Et voilà, on va aller vendre un peu la soupe, quelle qu'elle soit, on n'en a rien à foutre. Mais c'est intéressant ensuite ce qu'il nous dit. Je ne sais même pas si vous avez des interventions dans le sens où vous l'entendez. C'est des chaînes qui savent que, par essence, elles sont comme ça. Voilà, donc là ça rejoint, voilà, par essence elles sont comme ça, il n'y a même pas besoin d'intervention, et ça rejoint cette espèce de soumission intériorisée qui des fois le pli est pris dès les écoles de journalisme où on va inculquer une certaine forme de méthode journalistique. Il y a un formatage qui va être fait déjà à ce niveau-là, et on se retrouve comme ça avec des journalistes qui vont reprocher à d'autres journalistes d'être trop incisifs. Enfin, il y aurait une limite à ne pas franchir dans la remise en cause du discours officiel, parce qu'au-delà de laquelle on devient un militant, on est là pour avoir une tribune ou faire le buzz. Donc voilà, il y a une intériorisation de certains comportements, d'une certaine limite à respecter, et voilà, on n'a même pas besoin en fait de donner des interventions, il suffit de recruter les bonnes personnes qui vont comme ça systématiquement servir la soupe, parce qu'elle ne veut pas être traitée de complotisme, parce que on est toujours du bon côté du manche, parce qu'on veut se faire inviter dans les dîners parisiens. Il y avait ça aussi d'ailleurs, je crois que j'en ai oublié un petit morceau. Où est-ce que c'était ? Ah, c'est con ça. Je retrouverai après et il y aura un bonus. Donc voilà, il nous parle des journalistes qui ont vraiment intériorisé certains comportements. Elles vont être du côté toujours du fort, du pouvoir, parce que potentiellement, elles vont pouvoir obtenir des choses, des intérêts ou des avantages. Voilà, elles vont obtenir des choses, des intérêts, des avantages. En fait, on a créé un média qui n'a pas forcément besoin d'être rentable. Hein. Il y a beaucoup de médias de milliardaires qui sont déficitaires, mais qui vont servir à diffuser une certaine information, à soutenir certaines personnes, et c'est monnayé après en intérêt par ailleurs. C'est leur modèle. Je pense que les gens ne sont pas dupes. Je crois que personne n'est dupe de cela. Et à nouveau, c'est aux gens de savoir que ça fonctionne comme ça. Et personne n'est dupe. Bon, lui, il est quand même quelqu'un d'assez informé. Xavier Niel, on peut considérer que c'est un insider. Mais la plupart des gens, en fait, ils sont dupes. Et c'est bien pour ça que ça marche et qu'on investit dans les médias et qu'on leur donne une orientation, parce qu'en fait, ça fonctionne. Il y a 2-3 excités, comme il dit, qui vont du coup chercher une autre information sur Internet et ça se développe sur les réseaux. Et c'est d'ailleurs stigmatisé comme de l'information de merde. Oh, c'est sur Internet, c'est pour les complotistes, c'est voilà. Quand c'est sérieux, c'est à la télé et dans les journaux autorisés. Donc il y a une certaine aura encore de crédibilité auprès de monsieur et madame Michu qui sont dupes et qui considèrent qu'on vit dans un monde où la presse est libre, où les journalistes sont libres, où il y a une diversité des titres, qui ferait une diversité d'informations. Si t'es pas content de ce qu'il y a dans Libération, t'as qu'à lire Le Monde ou Le Figaro. Non, en fait. Ils sont tous détenus par une dizaine de milliardaires qui ont certains intérêts qui sont opposés, hein, on a vu. On a vu la guerre un peu qui semble se jouer entre Bolloré d'un côté et Saadé de l'autre, qui ont des différences dans le programme qu'ils veulent soutenir, dans les idéologies qu'ils veulent soutenir, dans la société qu'ils veulent promouvoir.
dans les intérêts aussi qu'ils veulent promouvoir. Mais il y a quand même un tronc commun, parce qu'ils sont du même milieu social, parce qu'ils sont tous les deux milliardaires. Il y aura toujours un tronc commun beaucoup plus large entre eux qu'entre moi et Bolloré, ou vous et puis Rodolphe. Le fait que la majorité des médias dominants appartiennent à des milliardaires structure véritablement l'information autour d'intérêts de classe. Et derrière, en fait, il y a une fausse diversité d'opinions, parce que les gens ne savent pas. Déjà, ils devraient savoir si avec qui le journaliste couche ou échange des SMS, et ils devraient aussi savoir à qui appartient le média, quelle est sa ligne, est-ce que c'est un groupe de suceurs ou des gens plutôt indépendants. C'est compliqué, quoi. Même des médias soi-disant indépendants, comme par exemple Blast, quand on s'intéresse à ceux qui les financent, derrière, il y a aussi des gens qui ont certains intérêts, certaines conceptions. Est-ce que c'est mieux ? Je suis pas sûr. Il y a beaucoup de gens aussi qui se branlent la nouille autour de ces news parce que ça y est, on a enfin un média de droite qui dit qui n'est pas dans le wokisme et le gauchisme ambiant, c'est génial. Non, c'est la même méthode que BFM, c'est la même merde, mais avec un son de cloche un petit peu différent, mais ça dit des imbécilités, ça utilise les mêmes ressorts. Ça cherche pas à vous informer, ça cherche à vous influencer. Et c'est pas souhaitable, enfin, à mon avis. Enfin, je crois que c'est assez clair. Je pense que vous n'aurez jamais les preuves d'intervention directe sur des médias qui ne sont pas des médias qui vous appartiennent. Mais c'est consanguin à leur existence et à ce qu'elles font et à la manière dont elles existent et les raisons pour lesquelles elles existent. Voilà, elles existent pour être au service d'intérêts divers de leurs actionnaires. Oui, un philosophe a dit qu'un journaliste c'est une pute ou un chômeur. Bah, c'est assez vrai. Donc là, en fait, en quelques jours, à la fin du mois de mars, à travers ce qui s'est passé dans les médias, on peut comme ça analyser la manière dont est produite l'information en France, tous les problèmes qu'il peut y avoir. Donc on avait commencé avec cette espèce de deux poids deux mesures entre les journalistes qui ont le droit d'avoir des liens. On peut avoir des liens avec Daesh, avec le gouvernement extrêmement forts. Ça pose un petit problème de conflit d'intérêts de temps en temps. Au bout de X temps, on finit par en parler puis dire oui, c'était peut-être pas forcément ce qu'il fallait faire. Mais quand c'est avec le RN, pouf, on réagit tout de suite. J'ai prévu aussi de faire une vidéo là-dessus sur l'influence à l'étranger. Vous avez un lien... Le moindre soupçon, on parle ici d'ailleurs de soupçon, de lien avec la Russie, vous êtes immédiatement taxé de poutinolâtre, agent de l'étranger. Par contre, vous pouvez être au gouvernement, payé directement par les Américains pour faire de l'influence. Ah, ça passe. Là, c'est autorisé, c'est pas un problème. C'est que quand il y a une polémique, on dit oui, peut-être que il faut pas voir le mal partout, mais on va quand même mettre de l'ordre là-dedans. Hein. Oui, pareil avec Israël aussi, ouais. Voilà, donc il y a comme ça des deux poids deux mesures qu'il faut connaître, il faut être au courant. Faut être au courant. La manière dont les journalistes sont autorisés ou non à faire leur travail va aussi structurer le produit, l'information en sortie. Et puis vous avez évidemment l'influence des actionnaires, où aujourd'hui la majorité des médias sont détenus par des milliardaires et dépendent aussi des aides publiques. Xavier Niel disait à la fin c'est un milieu très régulé, ils auraient peur peut-être de perdre leur droit d'antenne, leur droit de diffuser, qui sont effectivement régulés, mais avec une complaisance extrême par l'État. On se souvient par exemple du scandale numéro 23. Si vous voulez aller voir une vieille vidéo très intéressante sur la chaîne, allez voir ce qui s'était passé avec numéro 23 et comment un dandy parisien s'est fait 80 millions en revendant un bien public, c'est-à-dire une fréquence de TNT. Il avait chopé une fréquence, en promettant des produits culturels formidables parce qu'il y avait un appel d'offres. Il l'avait remporté en mentant sur toute la ligne. Pendant 2 ans, il avait rempli l'antenne comme il pouvait avec des pertes colossales, mais c'était pas grave parce qu'au bout des 2 ans, il a revendu le produit qui est en fait l'antenne, le droit de diffuser, et il a vendu ça à 80 millions, et ensuite, avec les actionnaires et ses copains, il s'était partagé comme ça le Crisby, et le type s'était fait des millions en revendant une fréquence qui avait été donnée gratuitement à la base sur des promesses bidons. Donc, bon, les fréquences sont quand même régulées, mais avec un certain laxisme. Par contre, les aides publiques, il y a quand même 1 milliard par an d'aides publiques à la presse diverses, entre les réductions de TVA sur les timbres, les aides directes et indirectes, il y a au moins 1 milliard qui sont comme ça versés et qui soutiennent essentiellement la presse des milliardaires. Donc on voit aussi le lien de consanguinité. Il a
utiliser le bon terme, qui ne sont pas seulement entre l'entreprise de presse et les actionnaires et l'État, mais aussi entre les actionnaires et l'État et les actionnaires, et tout ça se tient à la barbichette. Hein, on avait vu les différents renvois d'ascenseurs comme ça, où Macron aide Saadé à obtenir un marché public. Il va donner un petit peu de lustre à l'inauguration de son centre de formation, et en échange, Rodolphe va mettre son entreprise de presse à son service. Et puis demain, au service du petit Attal. Et tout ce beau monde finira reclassé dans les conseils d'administration de grands groupes. Donc je vous invite à aller jeter un œil à ce documentaire qui contrôle les mers et le commerce mondial, si le commerce maritime vous intéresse. Voilà comment en 2 semaines on pouvait mieux comprendre le monde merveilleux de la presse et dans quelle sauce il trempe. Je vais essayer de vous retrouver le bonus là, puisqu'on est arrivé au bout du sujet. Gabriel Attal. Donc il n'y a pas que Macron qui passe des coups de fil quand il est mécontent d'une une, il y a aussi Attal qui a téléphoné au directeur d'une chaîne de télévision pour demander de changer un bandeau, une révélation de l'Express. Tu changes le bandeau tout de suite, sinon tu ne viens plus dîner avec moi à Matignon. Et donc là, ça va être une bonne conclusion pour notre vidéo, puisque on a un petit peu de tout. On a l'importance d'avoir un directeur de rédaction, et de pas être en direct avec des journalistes qui pourraient peut-être avoir quelques convictions sur leur métier. Là, on va faire pression directement sur un responsable qui est déjà responsable légalement de ce qui est diffusé, qui est potentiellement aussi responsable contractuellement dans son contrat de travail, il y a peut-être 2-3 petits trucs. Mais en plus, la menace, tu viens plus dîner avec moi. C'est important de dîner en ville, c'est important d'être sage. Voilà, comment on achète aussi les journalistes, comment on achète leur gentillesse. Alors, quel était ce fameux bandeau sur une chaîne de télévision ? Je vais vous donner un indice. Je suis sûr de rien, mais je pense ne pas me tromper. Eh oui, Attal, quand il avait été nommé, il y avait eu un bandeau problématique sur BFM, le fameux premier bain de boule du ministre. Je pense que ça lui a pas plu. Donc voilà, il a fait la tête bougon, là, il a passé un coup de fil et il a dit tu changes ce bandeau là parce que je vais te défoncer en fait. Alors il a dit tu seras plus invité au dîner. Donc on a à la fois l'importance du directeur, on a aussi la collusion entre le personnel politique et une chaîne de télé, où il y a carrément des ordres directs là qui sont diffusés. Et il ne manquerait plus que la manière dont tout ça va se goupiller pour obtenir ensuite des faveurs. Bon, c'est vrai que vu que BFM à ce moment-là appartenait à Patrick Drahi, il est un peu cuit quoi. Il a monté une jolie pyramide de dettes, on ne sait pas trop pourquoi. Il semble avoir eu un bon réseau pour obtenir des crédits à tout va et racheter des entreprises de télécom et de médias pour le service d'une puissance étrangère qu'on ne nommera pas. Et puis quand cet échafaudage de dettes a commencé à lui retomber sur la gueule, il a dit « Oh, au fait, vous savez qu'un renoncer à la dette, tout simplement, comme ça j'ai plus à la payer ». Voilà où en est la liberté de la presse au Macronistan, où pour un oui, pour un non, les mecs décrochent leur téléphone et ils considèrent finalement que les médias leur sont plus ou moins inféodés. Et puis on s'arrangera ensuite avec le directeur de la rédaction, si on n'est pas content, ou le propriétaire, et puis on se fera une petite bouffe. On s'échangera comme ça des petits renvois d'ascenseur, des petites faveurs, et puis tout le monde sera content à la fin. Voilà. Bien. Merci à tous d'être passés pour ce formidable direct, comme d'habitude. Une fois de plus, je vous invite à aller faire un tour sur Zone Artisanale, à passer sur Tipeee pour soutenir mon merveilleux travail. Vous pouvez aussi lâcher un Prime ou un abonnement sur Twitch. Et puis, je vous donne rendez-vous pour de nouvelles singeries. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur YouTube. À bientôt.